Bonsoir, troisième émission de Code 243, sans polémique, avec Freddy Monanga, Mike Chibangu. Bonjour, chers confrères. Et bonjour. Nous allons discuter de ces sujets avec notre rédacteur de cette émission, Freddy Monanga. Tu as fait un choix de quelques sujets, lesquels, s'il te plaît? L'actualité, d'abord au Congo, l'actualité qui cristallise toute l'attention des Congolais, c'est concertation, pré-dialogue qu'organise le président de la République, Kabila. Il est en train de concerter les gens pour préparer son dialogue. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ça, vous. Qu'est-ce que vous en avez tiré et qu'avez-vous compris? Oui, je rectifie en parlant de consultation, parce qu'on a eu les concertations. Oui. Donc on va... Consultation, oui. Voilà. Je pense qu'il consulte. Il consulte pour le moment. C'est bien ça. Alors, Michael, qu'est-ce que toi tu as... Oui, effectivement, le président Kabila a consulté les confessions religieuses et maintenant que nous parlons, il va consulter les groupes parlementaires. À ce stade, on ne sait pas parce qu'on dit qu'il écoute. Il écoute, il les réécoute. Chaque confession, chaque représentant, nous avons eu les catholiques, nous avons eu différents groupes qui sont partis. Et au sortir, les uns ont insisté sur le respect des délais constitutionnels et encouragé l'initiative du dialogue, même si jusque-là, comme Monsengo l'a dit, on ne connaît pas encore ce que veut Kabila exactement avec ses conseils de dialogue. Bon, lui-même peut-être il semble connaître, mais les personnes qui ont été consultées, selon eux, ils n'ont eu juste à parler, Kabila les a écoutés. Donc Kabila n'a pas vraiment dit ce qu'il veut au juste. Donc c'est une opération d'écoute, si je peux le dire en ce sens. Et selon toi, Michael, comment tu perçois tout ça? Bon, moi je dirais, il n'y a rien de nouveau en tout cela, parce que ce que veut l'opposition l'a déjà écrit. C'est public. Ce que veut l'UDP, c'est aussi connu. Je trouve que ces consultations sont une perte de temps. Surtout lorsque vous tenez compte du fait qu'il y a déjà eu une concertation avant, concertation nationale, où on a débattu de presque tous les sujets concernant la nation, concernant la République, l'armée, la sécurité et plusieurs autres domaines. Et vous vous demandez encore pourquoi on a besoin encore d'une consultation dans laquelle on va impliquer les confessions religieuses, les membres de la société civile. C'est comme si on voulait refaire la concertation nationale, un nouveau dialogue type concertation nationale. C'est un peu l'impression que j'ai. Alors Abraham, concertation, consultation, dialogue, comment tu perçois ça, toi? J'utiliserai un terme que les Congolais aiment bien utiliser, distraction. Parce que je crois que si j'utilise distraction, les Congolais vont comprendre. Nous avons ici un responsable qui, selon la Constitution et devant la loi, est celui qui conduit l'action politique, l'action économique, bref, c'est lui qui a les manettes du pouvoir. La question importante à se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a une défaillance qui justifie qu'aujourd'hui, on retourne à table avec tout le monde? Si cette défaillance est qu'on nous dise à quel niveau elle est, parce que nous avons un problème ici récurrent. Le premier, ce sont les élections qui arrivent. Je crois que le président Kabila doit rassurer. Avant d'amener tout le monde aux consultations, concertations, discussions, dialogues, c'est à lui de dire clairement au cours d'un discours, cher peuple congolais, en 2016, je vais suivre précieusement les prescrits de la Constitution, je ne vais pas postuler pour un troisième mandat. Première chose. Deuxième chose, je vais m'organiser pour donner les moyens nécessaires à la CENI pour que les élections se déroulent dans des meilleures conditions. Troisième chose, je vais garantir ma coopération, ma collaboration, la sécurité, ma collaboration avec qui? Avec les troupes qui sont venues à RDC pour la sécurité à l'est de la République,
Et ailleurs, nous allons donner des moyens, nous allons faire une réforme de l'armée. Je crois qu'au niveau des concertations, le plan de la réforme existe de l'armée. Et je me souviens avoir été avec toi, je crois Freddy, ici à Washington, on a été à plus d'une réunion où l'on a, je me souviens, le sénateur McCain était là. On a parlé comment ça s'appelle, de la réforme de l'armée congolaise qui était préconisée. Donc, il y a quand même certaines choses. Le président Kabila doit donner des garanties au peuple. Parce que c'est lui qui est responsable. Aujourd'hui, les gens ont peur. C'est de dire, je vais m'assurer qu'après mon départ, il n'y aura pas le feu. On n'a pas besoin de dialoguer pour ça. Il n'a qu'appeler son responsable de la sécurité, ses responsables militaires, appeler celui de la CENI et faire avancer les choses. Et nous, peuple congolais, nous allons le constater. Voilà ce que je peux dire. Alors, dépenser encore des millions et nous distraire dans cette histoire, on reçoit les uns, on reçoit les autres. J'attends aussi qu'ils consultent ceux de la diaspora. Parce que j'attends. S'il veut consulter, qu'on nous dise qui représente la diaspora, peut-être c'est Michael, peut-être c'est quelqu'un d'autre, moi je suis pas partant, hein, qu'on nous consulte aussi. Ouais. Et si on veut y aller, hein, je lance une perche pour que, oui, on a consulté les forces vives, comme on les appelle, la diaspora pèse ce qu'elle pèse, hein, qu'on aille jusqu'au bout de la logique, et s'il y a quelqu'un de la diaspora qui veut dire oui ou non, bref, je crois sincèrement que c'est une distraction. 600 résolutions, on l'a dit la fois passée. En fait, l'initiative en soi est mal conçue. Ouais. Parce que, vous savez, il y a ces climats de méfiance qui existent, comme l'a souligné Abraham. Il y a eu des concertations, ils ont dialogué de tout et de rien. On revient encore, il y a eu des résolutions, plusieurs recommandations de concertation nationale, plus de 700. À ce jour, beaucoup n'ont pas été appliquées. Alors on revient parler de quoi? Il fallait en avance dire, écoutez, nous voulons des élections apaisées. Moi, Kabila, je vais partir. Je voudrais qu'on parle parce que j'entends, je vois les uns et les autres n'approuvent pas du calendrier électoral actuel. Comment pouvons-nous trouver un consensus autour de cette question? Autour de la question liée aux élections crédibles et apaisées. Et voilà, les cadres déjà bien définis, mais on dit, voilà, venez, je vous consulte, je vous écoute. On ne sait pas pourquoi. Il va écouter, qu'est-ce qu'il veut? On ne connaît pas. Je crois qu'ils ont mal commencé. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a certains qui sont réticents, qui ont refusé parce qu'ils voient un piège. Le fait de n'avoir pas clarifié les choses dès le début a créé ces climats que nous voyons maintenant, ces tensions entre pro-dialogue et contre-dialogue. Mais comme nous l'avons toujours dit, le dialogue en soi n'est pas mauvais, mais le dialogue avec Kabila, il faut toujours être prudent. Effectivement, en fait, moi je vous rejoins. Perte de temps, selon Michael, Abraham nous dit que c'est la distraction. Ben, effectivement, c'est cela, parce que les choses sont tellement simples. J'ai toujours dit, c'est évident comme le nez au milieu du visage. Le gouvernement a des obligations et des devoirs, et il y a eu cette concertation avec des résolutions. Le président de la République a publiquement accepté ces propositions de la concertation et qu'il a dit qu'il allait les mettre j'allais dire implémenter, mais c'est en anglais ça, qu'il allait mettre en œuvre. Et puis bon, et voilà, là on est en train de tourner en rond, on est en train de rendre les choses difficiles alors que c'est facile, c'est connu. Donc, et moi j'étais étonné d'entendre un représentant des églises protestantes, un pasteur, dire qu'il faut décanter la situation. Quelle situation qu'il faut décanter? Les choses sont connues, sont simples, il n'y a rien à décanter. Oui. Alors là, je trouve qu'on cherche à rendre difficile quelque chose qui est très simple. Voilà, c'est très simple. Alors on est en train de nous dire qu'on n'a pas de moyens, ou alors, ça ne demande pas... Alors Kabila sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Voilà. Il veut le glissement. C'est simple. Il veut le glissement et il veut piéger tout le monde en allant dans le glissement. Mais écoutez, vous passez au prochain sujet. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Abraham, Michael. Comme vous l'avez dit, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est trop simple. On ne doit pas rendre difficile quelque chose qui est simple. Juste une petite parenthèse, toujours par rapport au dialogue. L'UDPS, où en est l'UDPS? L'UDPS, on a comme l'impression, vous savez, au début, on avait l'UDPS qui était chaud, qui disait oui au dialogue, ils encourageaient même les autres à participer. Ce qui était un peu prématuré, ils devaient vraiment patienter. Ils se sont rendus compte que
ce n'est pas du tout le dialogue qu'ils avaient demandé, parce que maintenant c'est le dialogue selon Kabila et non le dialogue selon l'esprit de l'accord cadre, parce qu'on voit des consultations, on voit des choses qui se passent et l'UDPS maintenant dit non parce qu'il voit que l'une de ces préalables n'a pas été respectée, notamment l'inclusion de la communauté internationale, parce que l'UDPS voudrait que ce dialogue soit conduit, soit sous médiation internationale. Donc peut-être M. Kobler pourrait jouer son rôle de médiateur. C'est ce que l'UDPS voudrait, parce que l'UDPS considère que Kabila fait partie du problème. Kabila ne peut pas se mettre comme cette personne qui est au-dessus de la mêlée et qui va écouter les autres pour essayer de les réconcilier. Pour lui, le PES, il fait partie de problèmes, et surtout quand vous prenez les contentieux électoraux de 2011. 2011. Mais Abraham, pour avec ce sujet, l'UNC et je crois d'autres partis sont convoqués aujourd'hui. À votre avis, que va-t-il se passer? Ben, je crois que le piège, comme l'a si bien dit Mike, le piège est là. On ne sait pas pourquoi le président Kabila veut aller à ce dialogue, qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Ceux qui ont déjà dit non, même si aujourd'hui la formule est d'inviter les responsables des groupes politiques au niveau du Parlement, je crois, d'après les échos, les informations que j'ai eues, ce sera une fin de non-recevoir. Déjà, je crois c'était hier, certains auraient dû être reçus, que l'on n'a pas vu. Je crois que l'UNC, Alliés, ne vont pas s'y présenter. Parce qu'il faut comprendre aussi une chose. Dans la psychologie, le fait simplement de voir quelqu'un qui a dit non rentrer dans cette salle, même si c'est simplement pour à titre consultatif, quelle va être la machine de la médiatisation derrière? On a vu ceux qui ont essayé hier d'utiliser certaines paroles du cardinal Mosengo. Nous avions le texte original qui ne cadrait pas avec ce qu'on voulait faire croire au peuple. Donc nous sommes arrivés à un moment où, comme les Congolais disent, c'est keba keba. À quoi ça sert d'y aller? Je crois que certains vont être malades, d'autres vont trouver des raisons quelconques pour ne pas se présenter. Pour ajouter, c'est la même chose, vous avez vu la même médiation lorsque M. Kalev est allé visiter l'UDPS, c'était Télé 50, c'était vraiment, comme on dit, les breaking news. Ils avaient fait une publicité exagérée de cette affaire. Et je crois même que c'est ce qui a tué l'initiative en soi. Donc on a comme l'impression que c'est comme un piège. Vous venez, vous saluez Kabila, on fait la publicité et vous êtes salués. Et sans pour autant savoir à quoi, quel est l'objectif du dialogue en soi. Ok, à Goma ça a tiré, comme d'habitude, ça tire tous les jours de toutes les façons. Mais là, ça a été, apparemment ça a tiré à l'arme lourde dans la ville de Goma et autour de l'aéroport et dans l'aéroport. Il y a eu plusieurs versions. Le porte-parole de la République du Congo, donc Mende Lambert, a dit que c'était des Maïmaï, apparemment, qui auraient attaqué l'aéroport. Je ne sais pas pour le plaisir de l'attaquer, ou je ne sais pas pourquoi. Mais Abraham, qu'est-ce que les informations, qu'est-ce que la presse raconte? Ça dépend quelle presse. La presse proche pouvoir parle d'infiltrés. On a même cité les images que nous avons reçues hier d'un interrogatoire. J'invite ceux qui vont sur notre page Code 243 d'aller les suivre. Je crois l'interrogatoire qui se faisait par des officiers du renseignement congolais, essayer de faire arracher de la bouche d'une des personnes qu'on avait arrêtées, un des assaillants, le nom de Mboussa, le nom des Nandais pour dire que ce mouvement était venu d'un peu plus haut, de Béni, pour justifier en fait les troubles qui se passent à Béni. Et Lambert Mende, dans son intervention, toujours dans cette presse congolaise, a été plus loin en disant, en saluant la coopération qu'il y a eu entre les deux États, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC. J'étais étonné de savoir que, tiens, si on a pu arrêter ces assaillants, c'était avec l'aide de nos compatriotes ou de nos frères du Rwanda de l'autre côté. Donc, le message est ambigu parce que encore ce matin, je viens de lire que hier soir, il y a encore eu des tirs. Ont-ils découvert d'autres personnes cachées dans la ville de Goma? Nous allons en savoir un peu plus.
Nous ne voulons pas dire des choses que nous ne contrôlons pas ni ne maîtrisons, mais nous sommes en contact. Et là, je lance également l'appel à tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci. Appelez-nous, donnez-nous des informations. Michael, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, vous savez, en RDC, on nous a habitués avec ces genres de, je ne sais pas si on peut appeler aventure ou de coups qui n'ont pas de sens. Nous sans ignorer, il y avait des gens armés, des armes blanches avec des bâtons qui avaient pris le contrôle de la RTNC. Et maintenant, on nous parle d'un groupe, même pas, peut-être de 3-4 personnes qui voulaient s'emparer, attaquer l'aéroport. Vous savez, les aéroports en RDC sont gardés par les unités élites de la RDC, la garde républicaine. Pas n'importe quelle unité. Et vraiment, je ne vois pas comment quelqu'un normal peut aller attaquer, 3-4 personnes peuvent aller attaquer l'aéroport gardé par peut-être une centaine, pour ne pas dire les militaires, de soldats qui sont dans cet aéroport. Donc c'est toujours des dossiers louches comme ça qu'on ne comprend pas, des attaques qui se terminent toujours à la fin. Il n'y a pas de suite. On va dire on a arrêté les gens, on donne quelques petits noms, et la suite... Et il n'y a pas de suite. Vous n'allez pas savoir, on ne connaît jamais les résultats des investigations en RDC. On commence des enquêtes et après on oublie. C'est pour ça que je dis dossier louche. Mais moi, je suis tombé sur un article de Desk Wondo. Vous connaissez Desk Wondo, non? Défense, sécurité du Congo, qui sont quand même des spécialistes dans tout ce qui est armée et forces armées congolaises. Ils sont même consultés lors des colloques et des conférences. Selon eux, ce serait un commando rwandais qui aurait attaqué l'aéroport pour détruire, parce que le gouvernement congolais a acheté des avions de guerre, je vois ici 8 hélicoptères MI-24 et puis des Sukhoi 25. Il y en a 6 à l'aéroport de Goma. Et c'est un commando rwandais qui aurait attaqué donc l'aéroport pour détruire cette armada. Et ils ont raté, effectivement. Et ça serait parce que le gouvernement congolais, Kabila, aurait soutenu le président rwandais indirectement pour encercler les mutins et les empêcher d'avoir un ravitaillement en munitions lors du coup d'État manqué, parce qu'ils avaient pris la ville de Katumba et ainsi donc ils avaient coupé la ligne de ravitaillement des mutins. Ainsi donc c'est comme ça que le président burundais aurait repris le contrôle de son pays. Ça c'est selon Desk Congo. Bon, c'est encore à vérifier sur le terrain parce que comme Abraham l'a dit, Mende Lambert nous a dit que c'est avec le Rwanda qu'ils ont réussi à... Oui, mais il y avait la coopération du Rwanda. Les bandes de ces personnes armées qui ont attaqué l'aéroport. Mais finalement, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette attaque. Parce que bon, même si ce sont les Maïmaï et Landais, selon le gouvernement, ils ont attaqué l'aéroport. Pourquoi? Et les Landes, ils y vont à 2, 3, 4, 5 personnes. Ça n'a vraiment pas de sens. Sachant bien qu'ils font... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir, dans les jours à venir, comme Abraham a fait l'appel, que ceux qui sont vraiment, qui ont l'information, puissent la diffuser. Bon, il y a le Desk Congo, Desk Woto, qui nous parle de cette histoire du commando rwandais. C'est possible parce qu'on est habitué à des situations très spaghetti, très compliquées au niveau de Goma. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Voilà, quoi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, Abraham, Michael. Oui, je voudrais revenir parce que tu sais, c'est bien, moi. Allons un peu dans l'histoire. Je crois que les Rwandais nous ont, eux, habitués avec les missiles. Hein, je ne sais pas, c'est ça qui me revient. Hein, à moins d'être très outillés, très qualifiés, infiltrer un aéroport qui est gardé d'une manière immesurée, je ne sais pas combien de troupes il y a à l'aéroport de Goma, facilement une centaine. Sachant que ceux qui ont été à Goma, moi j'étais à Goma, Gisenyi qui est la ville rwandaise, elle est juste à côté. De Goma, vous voyez Gisenyi, c'est une frontière naturelle. Donc les gens vont à Gisenyi à pied au Rwanda, font leurs achats, tout comme les Rwandais qui sont à Gisenyi rentrent dans Goma, achètent, le soir ils rentrent chez eux à pied.
La frontière est juste là, donc c'est un mouvement qui est facile. Je crois que si on voulait, si on parle de présence, l'action aurait pu se faire autrement. Ces personnes qui seraient venues pour piéger allaient déposer quoi? Des bombes, des grenades, pour le faire à distance, comme on le voit avec les mouvements islamistes. Question mark. Je crois qu'il faut aller chercher ça ailleurs, parce que connaissant comment je peux dire, le manque de moyens que nos armées en Afrique ont, je crois qu'il faut aller chercher cela ailleurs. Il faut vraiment aller chercher cela ailleurs, parce que quand les Rwandais sont rentrés au Congo, on sait comment ils sont rentrés, par où ils sont rentrés, et ils n'ont jamais caché la face. Les troupes avancent. Visiblement, avec Bot, vous savez qu'ils sont rentrés, et d'ailleurs on parle de leur présence. Donc je trouve que cette fois-ci je mets, allez, je trouve cela un peu difficile. Je prends pas ça il doit y avoir autre chose qu'on devrait découvrir. Il doit y avoir autre chose. Est-ce que c'est fait partie des manœuvres tentées aujourd'hui pour créer une diversion par rapport à l'échec de ce qui se passe à Kinshasa? Peut-être qu'il y a eu cela. Est-ce qu'il y a peut-être eu un sursaut d'orgueil des FRDC qui, pour une fois, ont repoussé parce que ça, il faut le souligner. Les FRDC ont mis une attaque en échec. Généralement, quand les gens rentrent, c'est un boulevard. Hein, nos militaires déposent les armes et ils sont partis. Les villes tombent comme des miettes. Mais cette fois-ci, tiens, félicitations FRDC, ils ont même arrêté. On a vu des images. Hein, on a vu des images. Donc je crois... je ne sais pas. Je trouve que l'analyse d'Esk Wondo est un peu difficile à apprendre. Bon, qui sait? Oui, difficile à prendre vraiment, mais surtout dans la mesure où Mende lui-même confirme que c'est avec la coopération du Rwanda qu'ils ont appréhendé le suspect, donc le cerveau moteur de l'opération. Mende a parlé d'un certain Kambale, l'autre nom m'échappe. Il avait utilisé le réseau cellulaire rwandais, et c'est grâce au service d'intelligence rwandaise qu'on a pu mettre la main sur ces suspects. Donc cette analyse me paraît un peu cohérent. Mais bon, lui, il peut dire tout ce qu'il veut. Nous avons l'habitude de ne plus le croire. Surtout que, comme ils veulent absolument faire endosser l'affaire au NAND, nous savons très bien qu'à Beni, la MONUSCO a fait échouer l'opération Commando. Et là, malheureusement, il y avait des officiers Banyamulenge, des FRDC qui étaient dans cette opération Commando, qui voulaient faire endosser l'action au ADF Nalou. Il y a eu 3 officiers congolais qui sont morts, qui sont tombés sous les balles de la MONUSCO. Et donc, peut-être que pour essayer de brouiller les cartes, ils veulent encore nous créer une histoire de Nand et Emma, alors qu'on sait très bien que, parce qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu que les ADF Nalou ne peuvent pas être à la base des massacres, parce qu'ils sont au Congo, ils sont en Centrafrique, ils sont au Soudan, ils sont en Angola. Bien qu'au Congo, ils violent, en Centrafrique, au Soudan et en Ouganda, ils ne violent pas, ils ne mutilent pas, ils ne font pas ce qu'il faut au Congo. Donc, ce n'est pas normal. Je crois que là, le gouvernement ils veulent, mais bon, ils vont partir en 2016. On espère bien. Il y a eu un événement qui va peut-être avoir des répercussions au Congo. C'est l'actuel président de la FIFA, M. Blatter, qui a réussi à se faire élire, et après qui a démissionné. On peut dire, réussir à se faire élire, on peut dire quelqu'un qui était têtu. Devant toutes les évidences, il a voulu faire... il s'écrit comme Kouriziza, mais écoutez, c'était autre chose. Hein. On lui a bien dit il fallait démissionner. Il y avait ce scandale de corruption. Mais il s'est entêté et maintenant il paraît que son nom est aussi cité et il n'avait pas de choix que de démissionner. Il n'avait pas d'autre choix. Certains se disaient, mais cette Blata ou cette Mugabe, comment il pourrait s'accrocher au pouvoir de la sorte? Il faut laisser ça aux professionnels. C'est comme quelqu'un qui avait dit, je crois, je sais pas, j'avais vu, je crois, j'ai lu ça chez Abraham, qu'il faut laisser aux singes commencer cet art-là de grimper, de monter dans les arbres.
Sinon, vous allez tenter, vous allez vous casser les bras. Et vous voyez, c'est ce que nous voyons. Il aurait dû démissionner avant. Il n'aurait même pas dû prendre part aux élections parce que maintenant, il en est sorti encore plus sali. Oui, effectivement. Non, je crois que... Oui. Oui, mais juste une question, après que tu as développé, il paraîtrait que cela pourrait avoir des répercussions directes ou indirectes en RDC. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, évidemment, tout le monde connaît mes belles amitiés avec le président de la FECOFA, monsieur que je salue, et au passage, nous espérons avoir pour Code 243 une interview avec lui, monsieur le président élu, l'homme moderne comme on aime l'appeler. Je crois que je vais dans le sens de Michael, de l'avoir lu sur également quelqu'un fait une analyse pour dire que on aurait montré à M. Sepp Blatter des preuves tangibles après son élection pour dire qu'il était mouillé. Pas simplement lui, mais également tout son comité exécutif. Et que ça risquait d'être encore bien plus sérieux. Et pour éviter que le football mondial ne soit sali, il fallait mieux que Louis démissionne. Et je crois que ceci va permettre d'avoir un processus un peu plus lent malgré qu'il ait des noms. Il y a plusieurs personnes qui risquent d'être ramassées. Répercussions en RDC, j'en suis sûr. À quel niveau, je ne saurais le dire. Compte tenu du fait que parmi les voix qui s'étaient élevées pour soutenir Sepp Blatter, celle du président de la FECOFA s'était fait entendre. Et ce dernier également fait partie du comité exécutif. Il y a un retour là, quelqu'un a augmenté un volume. Et cela se fait entendre au niveau il a ce poste au niveau du conseil exécutif. Il a un grand rôle même au niveau de l'Afrique. Tout ce que j'espère, c'est que Constant Omari ne sera pas dans la liste des personnes qui soient recherchées. Surtout qu'il y a la Coupe du Monde féminine au Canada où normalement les responsables de la FIFA devraient s'y rendre. Étant donné que c'est la juridiction américaine, le FBI il travaille très fort avec le Canada. J'aimerais vraiment demander à ces messieurs, ceux qui se sentent en difficulté, de s'éviter une telle situation. Parce que pour ceux qui connaissent le FBI, ils travaillent lentement et sûrement, mais à partir du moment où la machine se met en place, ça devient inarrêtable et inexorable. Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi le faire maintenant? Question mark. Est-ce la pression du candidat des Émirats, ou je sais pas, il y a un candidat, ou du Qatar qui voulait, j'en sais rien, oui, Michael. Je crois aussi, certaines personnes suspectent, vous savez, la Russie va organiser la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, et les timings du FBI et tout supposerait qu'il y a quelque chose là que les Américains veulent faire, donc ils ont des choses, ils ont suffisamment de preuves pour faire chuter, comment je peux dire, déstabiliser un peu. Vous savez, nous devons voir aussi des choses d'une volée politique. Vous savez, les relations entre les États-Unis et la Russie sont vraiment tendues par rapport à la situation qui se passe en Ukraine. Et donc, les timings surtout. Les timings, on pourrait un peu penser que c'est peut-être lié aussi à cela. Parce que le FBI n'agit pas seulement comme ça. Et vous voyez que cette investigation, le tout a été fait juste avant, quelques jours avant l'élection de Sepp Blatter. Normalement, ça a été fait pour le pousser à renoncer à sa candidature. Mais malheureusement, il s'est entêté, il a continué et maintenant, il a été contraint de démissionner. Et il a fait, bon, mais la corruption à la FIFA, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été suspecté. Vous savez, pour avoir... il faut donner quelque chose. Les gens suspectent toujours ce genre de pratiques. C'est comme, on peut dire, un secret des polichinelles. Effectivement, moi justement, la chose que je trouve un peu bizarre, c'est le fait qu'on a toujours su, dans les couloirs, ça a toujours été raconté, que le football mondial était devenu corrompu.
depuis des années. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour le grand public, mais dans les coulisses, les présidents des clubs savent très bien comment le football et le football mondial est régi par la FIFA. Donc, il y a le ministre sud-africain au sport qui a même dit qu'il aimerait, parce que l'Afrique du Sud est citée, c'est comme ça qu'ils auraient corrompu pour gagner la Coupe du Monde, et il a bien dit, je ne veux pas que mon pays soit le terrain d'une bagarre entre la FIFA et les États-Unis. Donc, comment dirais-je, je crois que cette histoire de la FIFA et des États-Unis, il doit y avoir quelque chose avec le mondial de la Russie. Mais le football mondial est déjà pourri depuis depuis quelques années déjà. Mais les répercussions sur le Congo, j'en reviens à Abraham, j'ai oublié de dire. Le Congo, depuis que Blatter était président de la FIFA, le Congo était l'enfant chéri de la FIFA. Ça commençait avec, à l'époque du Zaïre, de Mozi Mwamba, qui a fait un lobbying pour que Blatter soit président. Et apparemment, le Congo a souvent aurait dû être sanctionné souvent. Par exemple, quand le stade Camagnola ne respectait pas les normes internationales, la FIFA aurait dû sanctionner le Congo, mais le Congo a toujours reçu des avertissements, jusqu'à un moment donné, il a reçu l'argent. C'est devenu tellement évident. Pardon ? À un moment, il a reçu l'argent pour construire un stade. Voilà. Et on n'a pas construit ce stade. Et c'était devenu tellement évident que, finalement, la FIFA a dit, écoutez, le Congo, si vous n'arrangez pas le stade, vous allez le fermer. Et là, la FIFA a donné des sous encore une deuxième fois, et le stade a été mis aux normes internationales. Donc, le départ de Blatter va peut-être coûter cher d'avoir crié tout haut que nous étions ses enfants. Disons que notre fédération a soutenu à 100%, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelques jours, Constant Omari, le président de la fédération, a encore soutenu Blatter, malgré qu'on avait déjà su que le FBI mettait le monsieur en écoute. Donc on ne sait pas ce qui va arriver au Congo dans les jours à venir, avec surtout que les Congolais actuellement ont beaucoup d'espoir en, comment il s'appelle, le nouvel entraîneur, monsieur Ibenge. Il y a même une chanson, vous savez, il y a même une chanson qui Ibenge coach. Ibenge, donc vraiment là, c'est mal tombé. Espérons que les léopards ne vont rien subir et que nous pourrons jouer calmement notre football sans une sanction parce qu'on était fidèles de Blatter. Écoutez, au Congo, il y a de l'actualité, il y a beaucoup d'actualités en général. Et là, j'ai pris juste les thèmes qui étaient vraiment, qui ont mis la population congolaise en concertation. Mais si vous avez ouï dire d'autres choses, peut-être que ce matin il s'est passé quelque chose d'autre. Comme Abraham a dit qu'on a tiré encore ce matin à Goma. Quoi d'autre s'est passé encore? Alors, en fait, on attend les nouvelles de la consultation. Mais vous savez aussi, quelque chose me vient à cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il y eut ces frondeurs de la majorité présidentielle, ces groupes qu'on appelle les G7 avec le Kingwak Mwanza, qui avaient écrit une lettre adressée au président Kabila, lui réclamant de rendre un peu plus clair, d'éclaircir ses intentions par rapport à la question de la succession. Et qu'est-ce que Kabila avait fait premièrement? Consultation. Il a consulté individuellement, l'un après l'autre, et il les a écoutés, mais on a comme l'impression qu'il ne les a pas compris, parce qu'ils sont arrivés à la Kingakati, là où il y a eu un dialogue, où Kabila lui-même s'est effacé, et le dialogue fut présidé par Menakou. Et au cours de ce dialogue, on a vu qu'ils ont été qualifiés de tous les noms des oiseaux sauvages de la forêt équatoriale. Et à la fin, on les a dit, nous n'allons pas changer les calendriers électoraux et le président ne va pas se prononcer sur ses intentions maintenant. Et c'est fini. Alors, c'est ce qui me dit que le fait d'être consulté
ne veut rien dire, parce qu'on l'a vu avec les groupes de Kyungwakumwaza qui aujourd'hui payent les prix. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a son parti aussi à ces mêmes problèmes de dédoublement, comme le MLC, oui, dédoublement, à cause de sa prise de position. Et quand on entend parler, on m'a consulté, ça ne veut rien dire. Il faut savoir exactement qu'est-ce que veut Kabila avec ces dialogues. On n'est pas contre les dialogues, mais écoutez, vu l'expérience passée, et vu aussi que les résolutions de concertation nationale n'ont pas, pour la majorité, n'ont pas été appliquées, il faut vraiment être naïf pour s'engager dans quelque chose mal défini, dont les contours on ne connaît pas, quelque chose aussi flou comme c'est soi-disant un dialogue que nous voyons se développer. Parce que comme j'ai dit, Kabila, beaucoup sous-estiment le président Kabila, ils le prennent pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais c'est une erreur très grave. Être président dans un pays comme le nôtre pendant 14 ans n'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment être un stratège. Et Kabila, dans son silence, est un vrai stratège. Et c'est comme il joue avec les politiciens comme ça. Il sait qu'en RDC, il suffit de dire dialogue. Et les autres, quand on dit dialogue, certains entendent partage des pouvoirs, transition, dialogue, parce que c'est l'histoire. Et vous verrez même dans les jours à venir, vous risquez d'être surpris de voir les personnes qui avaient dit non à ces dialogues commencer petit à petit à rejoindre les dialogues, à changer de position et à vouloir entrer dans un soi-disant gouvernement de transition, si tel est le cas. Parce que si Obed Minaku avait fait une interview avec collègue Pacman, dans cette interview, il disait qu'il voulait, donc il prévoyait peut-être un gouvernement pour organiser des élections crédibles, libres et transparentes. On peut dire, voilà, nous n'avons pas les moyens, nous voulons des élections paisibles, alors créons un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de transition qui aura comme objectif d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Mais nous savons que, au finish, c'est juste le glissement. Quelle que soit la façon dont on peut, comme on dit, les packaging, on peut mettre ça dans les décorations, qu'on peut décorer, c'est là. L'objectif final risque d'être toujours le glissement qu'on n'a pas su obtenir avec la révision. D'abord, la révision de la loi électorale. Ils ont voulu amender et ajouter les recensements. Est-ce que vous entendez encore aujourd'hui, on parle du recensement? Cette fameuse ONUP qui avait été créée pour ce recensement? Non. Ils ont maintenant compris qu'il faut jouer maintenant avec les calendriers électoraux et charger ces calendriers. Et maintenant, on ouvre ces dialogues, tout dans le but du glissement. Il faut être prudent. C'est ce que je dirais aux politiciens congolais. C'est qui réellement les soucis du peuple. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans l'opposition qui est contre le président Kabila. Il y a des opposants par conviction, il y a des opposants par opportunisme. Ceux qui sont par opportunisme, vous avez vu lors des consultations nationales, il y en a qui étaient devenus des fanatiques de Kengo Wandondo. Ils étaient devenus Kengo, ils les avaient même donné, ils étaient les leaders de une coordination, ils étaient là-bas coordinateurs, ils défendaient Kengo Wandondo, ils étaient nombreux. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils n'ont pas eu les ministères qu'ils voulaient, et ils se sont retrouvés après en dehors, ils se sont devenus opposants farouches du président Kabila. Ce n'est pas ça, c'est l'opportunisme. On joue avec les gens de cette façon-là. Alors, il appartient aussi aux opposants de s'identifier. Qui est vraiment celui qui s'oppose par conviction et qui l'est fait à cause du chômage. On cherche l'emploi, on dit comme je n'ai pas d'emploi, il faut insulter, il faut s'attaquer à ceux qui sont au pouvoir. En faisant trop du bruit, je vais me faire remarquer. Bon, moi je te rejoins, si Freddy m'accorde juste une minute, je te rejoins mon frère dans ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunisme, c'est vrai que nous sommes dans une situation un peu difficile qui démontre une chose, une volonté. Mais je voudrais un peu nous amener au niveau de la sous-région pour voir, et c'est quand même bizarre pour voir la même chose qui se fait d'une manière, c'est comme c'est un rituel. Souvenez-vous mes chers amis, dans les années 80, Feu François Mitterrand nous a amené la démocratisation. Puis après on a eu dans les années 90 les conférences nationales. Puis là, on nous amène le processus électoral, la CENI. Quand c'est difficile, comme tout le monde est fin mandat, c'est quoi? Modification de la Constitution. Si on n'y arrive pas, on fait un référendum. Si on échoue au référendum, on va dans un dialogue. Le dialogue au Congo-Brazza a voulu se mettre sur pied. Je lisais hier que finalement au Burundi, l'opposition se dit on va aller se retrouver au dialogue avec Kourouzizé.
qui par ailleurs a postpone les élections locales chez lui. Il a compris, il y a une pression. Mais ce que je peux dire à nos téléspectateurs, ainsi que partager avec vous, c'est qu'il y a une volonté de l'administration Obama de laisser comme legacy, comme héritage en Afrique, la passation de pouvoir par un processus démocratique d'élection. Ça, c'est une volonté imprimée, c'est ce qui va être son legacy. C'est vrai qu'au début, son premier mandat, on a vu des armes tonner en Côte d'Ivoire, il a essayé de justifier au Tchad et dans d'autres pays RCA, on a vu des situations, mais rappelez-vous, Ghana, Kenya, Nigeria, en fait, les pays anglophones, eux, se sont mieux départis de cette situation. Je crois que les pays francophones doivent comprendre, et c'est la raison pour laquelle, d'après nos analystes, on a refusé le coup d'État au Burundi. On a refusé d'accepter cette situation-là, tout simplement pour amener Nkurunziza dans un schéma de la démocratie. Raison pour laquelle vous avez eu une réunion, 2 réunions se sont tenues à Dar es Salaam, avec les présidents notamment Uhuru du Kenya et tous les autres de la région de l'Est. Paul Kagame a séché la dernière réunion pour une raison majeure. Lui aussi se retrouve dans cette situation d'un 3e mandat. Et il a essayé de le bypass chez lui en faisant quoi? En obtenant des signatures, 2 millions de signatures, soi-disant, pour exprimer que le peuple veut un changement. Donc, je te rejoins, Michael. Nous sommes là dans des schémas où ces dictateurs veulent absolument rester au pouvoir. Et c'est à nous, peuple congolais, d'être très attentifs, de pousser, de jouer aux gendarmes pour que comme tu l'as dit, les opposants, je peux dire, de carrière, qui se positionnent, parce que c'est quand ils font l'opposition qu'ils font de l'argent, et sachez-le, même en ce moment, si Kabila est prêt à mettre l'argent sur la table pour que les gens passent le perron de ce palais de la nation. Donc, travaillons-y, mes chers amis, soyons attentifs, parce que l'alternance doit prendre sa place en Afrique, qu'on le veuille ou non. Si les anglophones réussissent, pourquoi chez nous, maintenant, dans les pays francophones, ça doit être le cas. Donc, aux opposants, comme tu l'as dit, et même à ceux qui sont au pouvoir, la majorité au pouvoir, je crois qu'il serait grand temps, chers messieurs, je sais que vous avez suivi cette émission, de vous regarder droit dans les yeux, droit dans le miroir, pour dire ce que vous allez faire demain va entacher la vie de millions de personnes. Donc, il y a une vie après avoir été président, après avoir été ministre, après avoir été responsable. Il y a une vie. Cherchez cette vie-là. Abraham, l'histoire de notre pays démontre et nous n'avons jamais eu une passation de pouvoir pacifique. Laissez la RDC entrer dans l'histoire, que Kabila sorte par la grande porte, sans effusion du sang. Cela quand même, ça sera un changement pour nous. Je crois que malgré tout ce qu'il a fait, s'il sortait d'une manière honorable, il aura au moins ces crédits-là d'être le premier président de la République démocratique du Congo, d'être sorti, d'avoir cédé les pouvoirs pacifiquement. C'est ça, nous devons encourager cela, nous devons lutter contre tout ce qui peut empêcher que cela se passe. C'était un peu mon dernier mot, Freddy, je vous retourne la parole. Oui, là je dirais que c'est très difficile pour que le pouvoir en place le trône du Congo, parce qu'ils ont géré le Congo avec du sang dans les mains. Ils savent très bien que s'ils partent, même s'ils partent, la passation se fait calmement, dans les années à venir, il va y avoir, même si le gouvernement ne les poursuit pas, il y aura des poursuites civiles. Il y aura des familles qui vont les poursuivre, il y aura des répercussions dans leur vie après le pouvoir. Et c'est ça justement, quand on croit qu'on est le plus fort, le plus intelligent, et qu'on fait n'importe quoi, ben voilà les conséquences. Maintenant, ils ne savent plus partir. Ils savent très bien qu'en partant, je suis sûr et certain, que Kabila est peut-être sous pression de son entourage aussi. Parce que lui peut partir, mais son entourage, ceux qui ont fait l'excès des ailes pendant toutes ces années, ils se disent, mais non, tu ne peux pas nous laisser partir, tu ne peux pas nous abandonner, parce que si tu pars, nous on plonge, on va plonger avec toi. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue. Et Kabila, comme vous avez dit, il n'est peut-être pas intelligent, mais il est malin. Il est malin. Donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, soyons vigilants, soyons très vigilants,
et mettons la pression à tous ceux qui veulent gérer la chose publique au Congo pour qu'ils n'aillent pas se compromettre dans cette espèce de concertation, dialogue, distraction, comme l'a bien dit Abraham. Et espérons que dans les mois à venir, l'espace politique congolais sera un peu plus clair et nous pourrons voir, comment dirais-je, avoir l'espoir pour un avenir meilleur. Voilà ce que j'avais à dire. Et j'espère que Abraham et Michael ont quelque chose à rajouter. Sinon, nous allons laisser nos téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans les laisser pour une prochaine émission. Nous vous remercions de nous avoir reçus dans votre confort. Et à la prochaine. C'était Abraham Lokabouanga, Michael Chibangu et Fred Monanga de Code 243. Au revoir. Bye.